Et là, qu'est-ce que j'entends? Eh ben, je te donne en mille. Binge audio. Mes très chers amis, je sais que ni vous, ni moi, ni personne n'aime trop y penser, mais nous sommes tous sur la même grande pente descendante. Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain, nous vieillissons. La question du grand âge est partout dans l'actualité en ce moment, suite à la sortie du livre Les Fossoyeurs, qui relève des maltraitances immondes dans les maisons de retraite Orpea. Ça fout les boules. Personne ne veut finir comme ça, à devoir mendier pour qu'on vous change une couche ou supplier qu'on vous aide à vous relever si vous êtes tombé. Et personne ne veut que ses proches subissent cela. On vit dans une société qui vit de plus en plus vieux et au lieu de s'en réjouir, de se dire qu'on gagne de plus en plus sur la mort, on glorifie comme jamais la jeunesse comme seul modèle de réussite et on ghettoise les vieux. Le problème de l'âge est l'un des problèmes politiques majeurs de notre société actuellement. Mais moi, quand j'entends parler de tout ça, je peux pas m'empêcher de me demander: et vous, et moi, et nous, les générations Y, les générations Z, comment allons-nous vieillir ? Vu qu'aucun pays ne tient ses résolutions de l'accord de Paris, tout pousse à croire qu'en 2050, on devra se coltiner l'agisme de la société capitaliste sur une planète qui aura pris en plus 4 ou 5 degrés. 4 ou 5 degrés, ça veut dire des successions de catastrophes naturelles à une cadence jamais observée. Des canicules, des feux de forêt, des inondations et bien sûr des déplacements massifs de population pour sauver leur peau. Je crois que notre vieillesse ressemblera à notre présent en pire. Les riches, ceux qui ont hérité de leurs parents parce qu'il devient si difficile de construire sa propre richesse, vivront calfeutrés dans des bunkers climatisés. Coupés du monde et de ses catastrophes, dopés au cliffhanger de Netflix, défoncés aux décharges de dopamine des plot twists des séries. Ils ne sortiront de chez eux que le soir quand les températures auront baissé pour aller ouvrir au livreur entrepreneur qui leur apportera leurs courses. Les autres, tous les autres, seront soit livreurs, soit réfugiés climatiques, parce qu'il n'existera plus de classe moyenne tant les plus grandes fortunes auront amassé toutes les richesses pour elles seules. Ça fout les boules. La vieillesse est un naufrage, disait De Gaulle en 1954. Et la nôtre, sera-t-elle littéralement une apocalypse ? Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi? On peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. On va le dire quand même. Mes chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment allons-nous vieillir, comment mieux vieillir et allons-nous seulement vieillir. Avec moi pour tenter de répondre à ces questions, j'ai la joie de recevoir Salomé Saké. Salomé Saké, vous êtes journaliste chez Blast, vous spécialisez politique et économie et vous êtes remarquée pour vos prises de position acérées et pertinentes sur les plateaux télé. Mélissa Petit, vous êtes sociologue du vieillissement, vous êtes autrice de Les Retraités, cette richesse pour la France et dirigeante de Mixing Génération. Et Francis Carrier, vous êtes fondateur du collectif Grey Pride et à l'initiative du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Ma première question, elle est pour vous, Francis Carrier. Et je vous annonce tout de suite la couleur. Ici, on va appeler un chat et donc on va appeler un vieux un vieux. J'aimerais vous demander comment c'est d'être vieux aujourd'hui en France. Ça n'existe pas. C'est un vieux, il est invisible et il est collé purement à la dépendance. C'est-à-dire que la vieillesse n'existe pas. Et je milite pour que justement la vieillesse soit l'équivalent de la jeunesse, c'est-à-dire une période de notre vie dans laquelle on a d'autres objectifs, d'autres rythmes et dans lequel on doit pouvoir rester citoyen jusqu'à la fin de sa vie. Mais on a occulté la mort déjà depuis très longtemps et maintenant on occulte les vieux puisque la meilleure façon de vous rassurer quand on vous parle c'est de vous dire toi tu fais encore jeune, c'est bien. Et comme si c'était une insulte d'être vieux.
Ben, bien sûr que c'est une insulte, c'est-à-dire que je vois très bien quand j'utilise le mot vieux et vieille, c'est une parole qui est devenue discriminante, qui est tellement négative que les gens ne veulent pas être nommés de cette façon. Et justement, comme dans la lutte contre le sida, comme les luttes des LGBT, eh bien, il faut renverser les paroles discriminantes pour montrer comment la société, eh bien, accepte ces minorités. Enfin, ces minorités, aujourd'hui, c'est pas une minorité, puisqu'on parle des vieux et ça va devenir la généralité. Donc, effectivement, nommer les vieux, c'est la nécessité. Pourquoi est-ce que la vieillesse est-elle un tabou aujourd'hui, Mélissa Petit ? Elle est un tabou pour plusieurs raisons. Déjà parce que, comme le disait Francis Carrier, elle est invisible. On ne veut pas voir ce corps qui vieillit. Donc il y a toute une dimension, je dirais, physique qui est mise de côté. Également dans l'imaginaire public, en fait, à la fois dans les médias, dans les publicités, il y a des représentations sociales négatives sur l'âge. Et donc, de fait, on ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Mais aussi, on crée des images qui ne correspondent pas du tout avec la réalité sociale des individus, que ça soit déjà dans la plus tendre enfance, dans la littérature jeunesse, après dans les séries. Et donc, il y a un amalgame qui se fait. Et donc, de fait, il y a cette difficulté de vieillir parce qu'on ne les voit pas. Il y a des représentations sociales qui sont tellement négatives. C'est-à-dire, on les voit comme dans les séries, ils sont mal représentés, vous voulez dire ? Oui, ils sont mal représentés dans les séries. Alors, c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train d'évoluer. Où, quand dans Grace et Frankie, alors qu'il y a une série Netflix, on voit qu'il y a une nouvelle manière. On parle de sexualité de manière plus ouverte. C'est une série sur 2 femmes retraitées qui viennent de divorcer, qui sont hyper rigolotes et qui lancent une marque de sextoy. Voilà, pour raconter exactement, rapidement. Et qui parlent de masturbation aussi, qui sont entrepreneurs, et donc qui permettent de démystifier. Alors, dans le film Rose aussi, il y a une nouvelle manière de voir la femme âgée. Mais on a besoin de plus en plus de rôles comme ça. Et à la fois, au-delà des rôles, on a besoin aussi que, je dirais, les représentations changent ensuite dans la société et dans nos quotidiens. Qu'est-ce qui nous dit ce scandale Orpea, selon vous, de la façon dont on considère la vieillesse ? Mélissa Petit ? Il y a aussi plusieurs éléments. Le premier, c'est que, en effet, c'est la question de la dépendance. On voit les vieux que dépendants. Que l'extrême vieillesse, en plus, parce que c'est 90 ans, les EHPAD, et on est vieux bien plus tôt. On est vieux bien plus tôt, et en effet, c'est l'extrême vieillesse, c'est le grand âge, c'est des vieux qui sont polis avec plusieurs handicaps, plusieurs maladies, et c'est quelques années de vie, et c'est cette fin de vie. Et donc, ça pose la question ensuite de comment on vieillit dignement, en fait. Quelle est la question de la mort qu'on a occultée. Cette mort digne, elle est où, en fait ? Mais donc, ça veut dire, on parle toujours des vieux comme les vieux dans le grand âge, alors qu'en fait, il y a des décennies avant, en fait. Et comment on traite les plus âgés avant, même à domicile et dans l'espace public, puisqu'en fait, l'espace public n'est pas adapté pour les plus âgés. Et pas adapté pour tout un tas de personnes, mais en tous les cas, pas non plus pour les plus âgés. Donc, si on ne les voit pas dans l'espace public, si on ne les ressent pas, eh bien, de fait, ça pose des problèmes. Mais un autre élément sur la question du problème Orpea, c'est la maltraitance, en fait. La maltraitance, mais pas que des professionnels sur les plus âgés, surtout d'une maltraitance systémique, d'un système qui occulte les plus âgés et, en fait, qui va les maltraiter. Et il y a plus de maltraitance à domicile qu'en EHPAD. Et on n'a pas encore regardé ce qui se passait à domicile. Salomé Saké, vous essayez régulièrement d'alerter les médias sur l'urgence climatique et vous avez écrit en légende sur un de vos posts Instagram une phrase que je trouve extrêmement percutante qui est « Notre futur est une dystopie ». Au regard de l'urgence climatique, donc, est-ce que nous, notre génération, les YZ, on va dire, et ceux qui nous écoutent, et même ceux de plus tard, enfin bref, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils vont tout simplement pouvoir vieillir, à votre avis ? Je ne sais pas s'ils vont pouvoir, mais en tout cas, moi, j'ai la sensation que je ne vais pas pouvoir vieillir. Et ça, c'est lié à mon travail, c'est lié au fait que j'étudie les questions économiques et les questions écologiques chaque jour. Et que si on est rationnel, eh bien, c'est une dystopie, effectivement, qui nous attend. En tout cas, c'est le plus probable. Vous l'avez évoqué en introduction. On a probablement un scénario à plus 4, plus 5, voire plus près de plus 6 degrés d'ici à 2100. Et sans aller jusqu'à 2100, on peut juste aller en 2050. C'est-à-dire que c'est quand même pas si loin. Moi, j'aurai 55 ans en 2050, donc je serai même pas
vieille. Même pas retraité Est-ce encore. qu'on peut dire qu'on est vieux à 55 ans? Je ne sais pas. Et il y a eu des projections qui ont été faites par la mairie de Paris en septembre dernier et qui nous expliquent quelle sera la vie à Paris. Donc vraiment là où je vis actuellement. Et on se rend compte que le nombre de jours où le thermomètre dépassera les 30 degrés aura doublé, que les températures de Paris ressembleront plus à celles de Séville que celles de Paris actuellement, que les inondations seront extrêmement fréquentes et qu'elles concerneront 14 arrondissements sur 20, qu'il y aura des canicules et des inondations et donc que ça menacera le système électrique et donc que notre vie sera constituée de coupures électriques, de coupures de courant très courantes du coup justement. Et cette même étude décrit une chute dramatique de la biodiversité avec une augmentation possible des maladies chroniques, infectieuses ou encore des épidémies. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et tout ça, c'est très concret. Et quand on essaie de se projeter, moi j'ai 26 ans aujourd'hui, c'est évidemment un petit peu compliqué de s'imaginer atteindre l'âge de 80, 85 ans dans ces conditions. Et malheureusement, il me semble que c'est la position la plus réaliste. En tout cas, c'est celle des scientifiques, c'est des projections scientifiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu de mal, peut-être même, à parler de vieillesse. Je peux parler de comment on traite les personnes âgées aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me projeter, moi, à cause de mon travail, tout simplement. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une de vos interventions sur un plateau télé et voir comment on réagit autour de vous quand vous essayez d'alerter sur cette question. Un mot. Juste, vous dites que la France fait son travail. La France vient à peine de se Vous pensez à l'affaire du siècle? Mais bien sûr, elle vient de se faire condamner pour inaction climatique. J'aimerais rappeler que même si on respecte tous ces engagements, le GIEC dit qu'on est à un scénario à plus 2,7 degrés à la fin du siècle, qui est d'augmentation des températures dramatique. planétaires. Et si les mesures sautent, on est à plus 4 degrés. On parle d'apocalypse. On parle non, mais vraiment, c'est pas radical, c'est pas excessif de ma part de dire ça. C'est les scientifiques qui le disent. Moi, je fais partie de la génération qui va vivre l'effondrement, qui va vivre. Merci pour nous. Hein. Non, mais désolé. Faut la réinviter. Alors qu'on est deux boomers à côté de moi. Il y a un moment, il faut des mesures absolument urgentes, y compris en cas d'un échec du multilatéralisme. Super, on ne peut pas attendre. Je suis désolée, mais les conséquences sont déjà là. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà là, y compris, avant c'était au Bangladesh, on n'en voyait pas les conséquences. Francis Carrier, est-ce qu'à votre époque aussi, c'était difficile pour la jeunesse de faire prendre ces revendications au sérieux? Vous qui avez été en pointe dans la lutte contre le sida, parce que là on entend ces rires, cette espèce de dédain, ou enfin peut-être pas du dédain, mais en tout cas une espèce de réaction comme ça, pas du tout à la hauteur des enjeux. Est-ce que c'était pareil pour vous? À tout moment, c'est-à-dire que lorsque une population réclame des droits et alerte sur des situations de discrimination, au début, elle n'est pas prise au sérieux. Que ce soit la lutte des femmes, la lutte des minorités, la lutte des personnes séropositives, ça a toujours été comme ça. C'est uniquement lorsque on utilise le jeu, c'est-à-dire lorsque émerge une population qui revendique des droits et qui lutte contre les discriminations qu'elle subit, que tout d'un coup, elle existe et qu'elle peut être entendue. Mais avant, la parole, de toute façon, est captée par les sachants, c'est-à-dire les politiques, les professionnels qui vont parler d'une population qu'ils ne connaissent pas et dont ils n'imaginent même pas les difficultés. Aujourd'hui, c'est tout à fait le cas sur les vieux. Il n'y a pas, sur tous les plateaux télé, vous ne voyez pas un vieux qui va y dire j'ai envie de vivre comme ça, ou je ne supporte pas de la vie que l'on me propose. C'est que des personnes qui vont s'exprimer sur qu'est-ce que c'est que la vieillesse, comment il faut faire, etc. Mais les gens concernés ne sont pas là. Salomé Saké, pour revenir à cet extrait, comment vous avez vécu, vous, ce moment où ils prennent ça à la rigolade, un peu, ces vieux journalistes là du vieux monde? Alors cet extrait... Pardon pour les confrères, mais ouais. Cet extrait, il a beaucoup buzzé, on en a beaucoup parlé, et j'avoue que j'ai pas parfaitement compris pourquoi il avait pris une telle ampleur, pourquoi ça avait pris une telle dimension, si ce n'est la sortie du film Don't Look Up, où il y a eu un petit parallèle qui a été fait. Moi, ça fait des mois, voire des années que je vis, entre guillemets, ça sur les plateaux de télé, au point que ça ne me choque plus. Et que je me suis pas sentie, pour être parfaitement honnête, particulièrement gênée ou embêtée ce jour-là. Je suis pas sortie du plateau en me disant, mon Dieu, mais ils se sont moqués de moi, c'est horrible. Je suis
quasiment toujours, voire toujours, la plus jeune sur les plateaux de télé. J'alerte sur des sujets où je suis toujours en minorité à avoir cette position-là. Et j'ai eu des plateaux télé qui ont été beaucoup plus difficiles à vivre parce que cette émission-là, elle est quand même plutôt détendue. 28 minutes, c'est quand même une émission de qualité. C'est une émission où moi, je suis traitée avec respect quand même dans l'ensemble par les journalistes. Et j'ai vécu des scènes beaucoup plus compliquées sur d'autres plateaux de télévision où j'étais face clairement à des personnes qui étaient climato-sceptiques et qui me contredisaient, mais avec vigueur et avec férocité sur des choses qui me semblaient élémentaires. Alors là, bon, ils rigolent parce qu'encore une fois, l'ambiance est détendue, ils rigolent de leurs blagues, mais c'est pas aussi difficile à vivre que quand vous êtes face à des personnes qui vous disent que ce que vous êtes en train de décrire qui correspond à une réalité scientifique, eux, ils vous disent que non, ça, c'est pas la réalité et que vous vous trompez. Et ça, parfois, c'est vraiment difficile à vivre parce qu'on a l'impression de crier dans le vide et on a l'impression que notre parole est décrédibilisée en tant que jeune. Et je pense que ça, c'est vraiment lié au fait, vous le disiez tout à l'heure, au fait que la parole médiatique, elle est monopolisée par des sachants qui sont des personnes qui sont dans l'ensemble beaucoup plus âgées que moi, qui ont 50, 60 années, qui répètent toujours la même chose. Et on a un manque de diversité, on a un manque de pluralité des opinions sur ces plateaux-là. Et puis, on a vraiment un manque de diversité des âges. Moi, c'est fou quand même. Je suis toujours la plus jeune et on m'invite un peu pour que je sois la jeune de service. La caution jeune. La caution jeune qui aurait une parole qui serait sensible, qui serait un petit peu, presque parfois hystérique. On aime bien si je suis un peu inquiète. Attendrie, alors qu'en fait, moi, je suis journaliste, je fais de l'économie, j'estime avoir une forme d'expertise, je travaille mes sujets avant d'y aller. J'aimerais qu'on me prenne autant au sérieux. Et c'est rarement le cas. Mélissa Petit, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour mieux considérer la jeunesse, la vieillesse? Enfin, tout ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a envie qu'il y ait des paroles légitimes autres qu'une seule parole, en fait. C'est assez beau, en fait, comment ça se rejoint, le combat de la jeunesse et le combat de la vieillesse. Quand on parle d'agisme, c'est la discrimination liée à l'âge. Donc, on parle aussi des jeunes et des plus âgés, et des vieux. Il y a ce que disait Francis Carrier, donner la parole au jeu, en fait. Donner la parole à ceux qui vivent les discriminations, qui ressentent les inégalités. Ensuite, je reviens sur voir plus de personnes de tout âge, alors que ça soit sur les plateaux télé, mais aussi, je reviens dans la rue, dans l'espace public, dans les manifestations, voir, et puis créer plus de liens entre les générations aussi. En fait, je pense mêler les combats. Parce qu'en fait, sur ce combat, par exemple, climatique, ça pose des questions pour tout le monde, et même pour les vieux, parce qu'ils ont des petits-enfants qui vont continuer à vivre. Et on peut se poser aussi la question pour nous-mêmes, comment on vivra quand on aura 4 degrés de plus, en effet, en 2050, entre 50 et 60 ans, voire plus. Donc, rejoindre les combats pour pouvoir parler ensemble des sujets qui nous concernent tous, en fait. Est-ce que vous pensez, Mélissa Petit, que notre génération touchera à une retraite ? Ça, je pense pas trop, en fait. Je pense que on a tellement de difficultés déjà à traiter le sujet aujourd'hui sur comment on fait pour pouvoir changer cette réforme de retraite. Voilà, que de quinquennat en quinquennat, on repousse, on fait des petites mesures, alors qu'il y a vraiment un besoin de repenser cette protection sociale au sens large. Et je pense que la protection sociale sur la retraite, la santé, la maladie, vraiment, et il y a un besoin de la repenser globalement. Et donc, de fait, si on la repense pas, je crois qu'on n'aura pas de retraite. Et les inégalités aujourd'hui, déjà, sont tellement exacerbées en matière de retraite. Il y a 42% d'écart de pension entre les hommes et les femmes. Donc déjà, être une femme pauvre, ça existe. Ce chiffre, il me met en rage. 42%. Enfin, c'est le chiffre moyen, je l'avais noté, on allait y revenir plus tard. Je crois qu'une femme, elle a autour de 1 000 euros de retraite, un homme, 1 400, 1 500, c'est ça ? Oui. C'est quand même 1 000 euros par mois pour vivre, c'est quand même... En plus, quand on est sans doute malade, un peu affaibli, c'est grave, en fait, quand même, ce qui se passe. C'est grave. Alors après, c'est des moyennes. Donc, il y en a qui vivent mieux et d'autres qui vivent moins bien. Mais en effet... vivant à Paris, c'est impossible. Il faut avoir du patrimoine. Et donc, mais on sait très bien que le patrimoine, il est lié aussi à notre propre parcours de vie et qu'en fait, en tant que femme, on a un patrimoine moins important que celui des hommes. Et donc, en fait, ce qu'on vit
au moment de la retraite, ce n'est que les conséquences de l'ensemble de notre parcours de vie, des inégalités salariales, des métiers genrés, de l'orientation professionnelle, et donc aussi de choix qu'on a dû faire à un moment donné sur est-ce qu'on capitalise, est-ce qu'on investit dans du patrimoine, mais si déjà on ne peut pas le faire, je dirais, dans notre parcours de vie, donc c'est compliqué de se projeter sur une retraite qui n'existera très peu quand on aura un minimum vieillesse. On vit une époque un peu inédite en ce moment où il y a 4 ou 5 générations qui cohabitent ensemble. Francis Carrier, vous avez le sentiment d'une guerre des générations, comme certains médias aiment le monter en épingle ? Je pense pas que le problème soit là. Je pense qu'il est plutôt dans la représentation de ce qu'est l'âge, effectivement. Globalement, si vous voulez, la vieillesse représente les contre-valeurs de la société actuelle. C'est-à-dire la rapidité, la rentabilité, l'efficacité, l'adaptabilité. Et donc, c'est pour ça que la vieillesse n'existe pas. Les valeurs que porte la vieillesse, c'est la liberté de ton, la transmission, l'expérience, la réparation aussi, c'est ce qu'on n'a pas pu faire parce qu'on avait une vie professionnelle. Enfin, il y a tout un tas de valeurs qui sont associées à la vieillesse qui ne font pas partie des valeurs de la société. Et donc, on ne reconnaît pas la vieillesse à cause de ça. Et puis, donc, on est condamné à être jeune, toujours jeune, encore jeune, comme si on n'existait pas. Pour moi, la vieillesse, ça démarre au changement de contrat social. C'est-à-dire lorsque la collectivité vous paye pour rester chez vous et continuer à vivre. Donc, dès cet instant, on rentre dans un autre cycle de vie. Au même titre que la jeunesse, on ne vous demande pas d'être rentable lorsque vous êtes jeune. On vous demande d'apprendre, on vous demande de devenir celui que vous serez plus tard en tant qu'adulte. Vous avez l'époque adulte, vous fonctionnez, vous remplissez vos missions, vous vous réalisez. Et la vieillesse a d'autres valeurs. Et c'est là qu'il faut retrouver cet équilibre. Je ne crois absolument pas à une lutte intergénérationnelle. Je crois qu'au contraire, il faut utiliser les richesses de toutes les générations, jeunes, adultes et vieux, pour pouvoir construire une société qui soit plus égalitaire, qui comprend aussi les difficultés de chacun et ne pas affronter et dire que c'est les vieux qui vont capter toutes les richesses des jeunes et qui vont empêcher les jeunes de devenir adultes ou d'avoir une vie correcte. Le problème, il est ailleurs, c'est dans l'égalité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est où vont les richesses que nous produisons globalement et quels sont les outils de cohésion sociale que nous voulons mettre en place. La vieillesse est un outil de cohésion sociale puisqu'elle permet, on sait très bien que les vieux sont représentés dans toutes les associations, sont acteurs des conseils municipaux, et ils s'occupent de leurs petits-enfants ou de leurs enfants. Et donc, c'est ça qu'il faut valoriser. C'est de dire que nous faisons partie d'une société dans laquelle on a trop clivé et trop écarté les ressources que chacun peut apporter aux autres. Salomé Saké, comment on fait la paix des générations selon vous, du coup ? Je pense qu'il faut quand même, s'il ne faut pas se jeter dans ce concept de guerre des générations qui est contre-productif et qui est profondément problématique, je pense qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des différences entre ces générations. Et aujourd'hui, c'est tout de même un constat statistique de voir qu'aujourd'hui, les personnes plus âgées ont capté la majorité des richesses et que aujourd'hui ce sont les personnes plus âgées qui votent beaucoup plus à droite pour des partis beaucoup plus conservateurs qui veulent garder le monde dans lequel on vit tel qu'il existe et qui ne veulent pas changer de système. Et au contraire, c'est la jeune génération qui est par exemple particulièrement engagée pour le climat qui encore une fois est l'enjeu majeur. On aurait besoin qu'il y ait des personnes plus âgées qui nous rejoignent. Mais si vous alliez devant la COP26 qui s'est tenue récemment, vous aviez une écrasante majorité de jeunes qui manifestaient, qui se mobilisaient pour pousser un petit peu les chefs d'État à prendre des décisions qui seraient dans l'intérêt collectif. Et enfin, je pense qu'il faut quand même reconnaître que la génération précédente reconnaisse que c'est pas de leur faute, mais ça a été beaucoup plus facile pour eux. Et aujourd'hui, les chiffres sont extrêmement clairs. Le niveau de vie des jeunes est beaucoup plus bas que ne pouvait l'être le niveau de vie des jeunes il y a 20, 30, 40 ans. Pour prendre vraiment juste quelques petits chiffres, le chômage des 15-24 ans était de 11% dans les années 80, alors qu'il y avait déjà une
une augmentation, enfin il y avait déjà du chômage de masse. Aujourd'hui, il est de plus de 20%, ça a quasiment doublé. Quand on travaille, le taux de précarité de l'emploi était autour de 5% en 1985. C'est 3 fois plus d'emplois précaires aujourd'hui avec l'irruption des CDD, du travail par intérim, des stages, du statut d'auto-entrepreneur. Tout ça fait que être jeune aujourd'hui, s'insérer dans le marché de l'emploi, accéder à la propriété, avoir un niveau de vie décent est beaucoup plus compliqué que ce que ça a pu l'être pour nos aînés. Alors après, une fois qu'on a fait ce constat, évidemment qu'on ne peut pas blâmer la génération précédente et leur dire oui, tout ça c'est de votre faute, on ne va pas avancer. Mais je pense que c'est important déjà de reconnaître ça à la jeunesse. Et aujourd'hui, c'est pas le discours qui domine. Encore une fois, dans les médias, on a souvent un discours de culpabilisation de la jeunesse qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant la crise du Covid. Et je pense que ça nous empêche vraiment d'avancer. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir du côté des générations précédentes pour déjà reconnaître une forme de courage à la jeunesse, qui évidemment est imparfaite et contradictoire sur plein d'aspects, mais qui quand même essaie juste de se faire sa place dans un monde qui est vraiment hostile actuellement, et puis de nous aider tout simplement. Moi, j'appelle régulièrement à dépasser effectivement ce clivage de la guerre des générations et à appeler à l'aide en fait aux générations précédentes, parce que la jeunesse seule ne pourra pas résoudre la crise actuelle, et on a un besoin urgent et vital de la génération précédente, parce que de toute façon, sinon, vu l'état actuel du monde, il n'y aura pas de génération suivante si on n'a pas d'aide. Eh bien, je suis contrainte de vous interrompre sur ce constat qui est, hélas, terrifiant mais réaliste. On se retrouve dans une petite poignée de secondes juste après ça. On ne peut plus rien dire. On va le dire quand même. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment nous allons vieillir et si nous allons tout simplement pouvoir vieillir, avec Salomé Psaké, Mélissa Petit et Francis Carrier. Vous connaissez sûrement les écrits de Simone de Beauvoir sur le féminisme. Mais la philosophe a aussi écrit un passionnant essai sur l'âge qui s'appelle La vieillesse. Elle expliquait vouloir briser la conspiration du silence. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une interview qu'elle a donnée en 1970 à la sortie de ce fameux essai. Non, ça m'a semblé terrible à un certain moment de me dire je vais bientôt vieillir et il y a un âge de ma vie qui est vraiment maintenant passé, dépassé. Ça s'est produit vers, mettons, 50, 55 ans. Je pense que cette impression d'une ligne à franchir, tous les gens, hommes et femmes, l'éprouvent à un certain moment de leur vie. Ça peut être très tard, ça peut être à 70 ans, à 75 ans. Ça peut être très tôt, il y a des gens qui se sentent vieux dès l'âge de 40 ans. Ça dépend beaucoup de la santé, des conditions économiques, des possibilités de travail, enfin de tout un ensemble de circonstances. Il y a moi, à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'une ligne que je passais, et c'est vrai d'ailleurs. Il y a des tas de choses que je ne peux plus faire, que je n'essaierai même plus, dont j'ai même plus envie, comme les marches à pied qui comptaient tellement pour moi dans ma jeunesse. Mais une fois qu'elle est passée, cette ligne, ça y est, je ne vais pas passer mon temps à me redire qu'elle est passée. Maintenant, je vis tout de même en regardant devant moi, vers mon travail ou autour de moi, dans mes amitiés, et je ne vis plus en repensant tout le temps au temps révolu. Il y a maintenant un temps que j'ai à vivre et que je préfère employer le mieux possible, sans me perdre en regret. Malgré tout, vous n'avez pas l'impression qu'il est plus difficile de vieillir pour une femme que pour un homme? Non, parce que c'est terrible de ne plus... Oui, mais c'est terrible de ne plus plaire, par exemple. C'est un préjugé très répandu, mais c'est-à-dire que le moment où une femme pense que sa vie de femme est terminée se situe seulement plus tôt. Il y a beaucoup de femmes qui ont une crise terrible au moment de la ménopause. Quand elles disent qu'elles ne pourront plus avoir d'enfants, elles s'imaginent du même coup qu'elles ne pourront plus plaire, ce qui n'est pas toujours vrai. Mais enfin, c'est très souvent à ce moment-là. Mais bon, c'est 50 ans, 55 ans, ça n'est pas encore la vieillesse. Une fois que la vieillesse arrive, alors elles sont très souvent, au contraire, habituées et plus sereines qu'elles ne l'étaient, quoique je déteste ce mot, mais enfin, plus tranquilles qu'elles ne l'étaient, quand elles luttaient encore pour rester dans le camp des jeunes femmes, tout en sachant déjà qu'elles étaient très défavorisées sur ce plan-là. C'est beau d'écouter Simone de Beauvoir et l'accent des journalistes des années 70. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? C'est plus difficile de vieillir pour une femme que pour un homme. Francis Carrier, c'est quelque chose que vous avez constaté autour de vous, je ne sais pas, avec vos amis femmes, ou que c'était différent comme expérience de la vieillesse? Ah ben oui, c'est une évidence, mais c'est lié aux discriminations liées à l'apparence. C'est-à-dire que une femme fait l'apprentissage du corps non désiré et non désirable très tôt. La première discrimination, elle est liée effectivement à cette apparence et à la sexualité des femmes après la ménopause, puisque c'est à peu près à cet âge-là que les choses commencent à basculer. Donc c'est certain.
Mais maintenant, c'est une inégalité que subit aussi d'autres minorités, parce que le monde LGBT, le monde gay qui est très lié aux représentations du corps, c'est-à-dire du corps de l'homme parfait et jeune et efficace, etc., et mignon, eh bien, les gays âgés la subissent de la même façon. Pour d'autres minorités, ce sera d'autres difficultés, mais c'est vrai qu'il y a une différence encore aujourd'hui entre hommes et femmes vieillissantes en termes de revenus, en termes d'apparence, en termes de discrimination, en termes aussi de durée de vie, parce que on dit que une femme va vivre plus longtemps, mais elle profite, je dirais, plus longtemps de sa dégénérescence, c'est-à-dire qu'elle vit en mauvais état pendant plus de temps qu'un homme. Dites-nous, est-ce que pourtant il y a encore des histoires, on parlait justement de l'invisibilisation des histoires d'amour, d'une forme de sexualité, on vit encore des histoires d'amour pourtant quand on est vieux ? Bien sûr, si vous voulez, en tant qu'individu, que l'on m'explique à quel moment on n'a plus envie d'être caressé ou de caresser quelqu'un. Mais dans la sphère sociale, c'est inaccepté. C'est-à-dire que la libération sexuelle, elle concerne avant tout les jeunes et beaux. C'est-à-dire que la sexualité normale, elle est cantonnée à ce secteur. Et puis, elle a été appropriée par deux mondes, le monde du marketing pour nous vendre les corps parfaits, pour vendre n'importe quel produit, et puis la pornographie qui ne nous concerne pas non plus dans notre sexualité. Et donc aujourd'hui, on vit des discriminations très fortes sur le regard que peut exprimer, enfin l'expression du désir que peut exprimer un vieux ou une vieille. Un vieux qui exprime un désir est un vieux libidineux, et une vieille qui exprime un désir, c'est pire, elle est folle. Parce que là, on se dit, elle a perdu complètement la carte. C'est horrible, mais bon, il faut qu'on change tout ça. Les vieux, à votre avis, rentrons dans le fond du sujet. Est-ce que les vieux peuvent être respectés dans notre système sans qu'on renverse le capitalisme ? Parce qu'on sait que le système capitaliste fait qu'on valorise les individus proportionnellement à leur valeur sur leur marché du travail. C'est là le fond de l'histoire. Alors qu'est-ce qu'on fait, Mélissa Petit ? Alors on peut respecter tout le monde. Et il y a à la fois, je pense, le marché du travail et ce que disait Francis Carrier, la question du marketing, mais aussi du pouvoir d'achat. Parce qu'en fait, il y a les quinquas ont quand même aussi un pouvoir d'achat. En tous les cas, certains quinquagénaires ont un pouvoir d'achat et on les adresse pas assez, ou on commence à les adresser. Et c'est un moment aussi d'accomplissement. Et je pense que commencer à rentrer par les quinquagénaires pour ensuite, au fur et à mesure du temps, aller sur des âges plus âgés. Et on l'a vu sur d'autres sujets, sur la question du corps des femmes. On a d'abord questionné les premières règles, ce corps des jeunes qu'on recompose, et ensuite la maternité. Et donc maintenant, on s'intéresse à la ménopause. Et il y a aussi, d'un point de vue marketing, tout un tas de produits maintenant qui apparaissent sur les questions liées à la ménopause ou des magazines qui interpellent le sujet. Et donc, il y a rentré sur ce point-là. Et puis, en effet, sur la question du travail. Aujourd'hui, il y a des pénuries de main-d'œuvre dans certains secteurs. Et les femmes plus âgées, qui sont parfois celles qui sont au chômage, parce que plus on avance en âge dans son parcours de vie et d'emploi, eh bien, on est plus souvent en CDD, en auto-entrepreneur, parfois sur des chômages de longue durée. Et c'est aussi de la main-d'œuvre qu'on peut utiliser et qui a un vivier de compétences. Pour vous, c'est encore plus de... Non, on renverse pas le capitalisme, on les remet au boulot, dans les boulots dont personne ne veut. En plus, c'est souvent quand même des emplois précaires, la nuit, mal payés. Enfin, c'est... Ah, forcément, parce que en fait, l'idée, c'est qu'en parallèle, on change le sens du travail et on change aussi, parce qu'il y a aussi une aspiration du sens de l'emploi. Et donc, qu'en parallèle, dans tout ça, eh bien, on arrive aussi à accompagner... je dirais l'activité et non plus le travail. Parce qu'en fait, ce que disait aussi Francis Carrier sur le nombre de retraités qui sont utiles socialement pendant leur retraite, 42% des retraités font du bénévolat, il y a 11 millions d'aidants et dans ces 11 millions, il y a des retraités, ils donnent un nombre incalculable d'heures pour la garde des petits-enfants. C'est aussi en fait repenser cette utilité sociale tout au long de la vie. C'est sortir du cycle ternaire qui en fait est déjà explosé. Quand je parle de cycle ternaire, c'est formation, travail, retraite. Et donc il est explosé parce que on a
une aspiration de pouvoir mêler ses temps tout au long de la vie et donc de pouvoir avoir, oui, un an de retraite à 40 ans parce que on a envie de faire autre chose et qu'on n'a pas envie de nous poser des questions sur ce qu'on va faire et donc de devoir, parce qu'aujourd'hui, quand même, une bonne partie du chômage est parfois utilisée pour se re-questionner sur le sens de son travail. Donc c'est vraiment, en fait, je reviens, apporter une nouvelle protection sociale, certes, penser capitalisme, pourquoi pas, mais tout au long de son parcours. Ce serait une forme de revenu universel ? Quand vous dites s'arrêter un an pour refaire autre chose, ça fait penser au revenu universel ? Oui, probablement, mais après, avec des modalités économiques que moi, je ne maîtrise pas aujourd'hui. Et donc, de fait, c'est aussi... Alors, le Québec, par exemple, l'avait fait. C'est ne pas avoir un âge légal de départ à la retraite qui nous oblige à travailler tant d'années. Bien sûr qu'il faut, en tous les cas, investir sur cette retraite. Mais c'est repenser cette protection aussi sur la... Donc, Donc, ils partent à l'âge qu'ils veulent ou comment ça se passe ? Ils ont à un moment... Ils partent à l'âge qu'ils veulent avec une décote et une surcote. C'est-à-dire que oui, on a un âge qui permet d'avoir un taux plein, mais qui ne m'oblige pas à être contrainte à travailler 40 et quelques années si je veux partir avant. Salomé Saké, je vous voyais bouger. Est-ce qu'il faut renverser ? Est-ce que, en fait, j'ai le sentiment que le sort qu'on réserve aux vieux, c'est un peu un négatif du système capitaliste. Et donc, pour que changent les choses, il ne s'agit pas peut-être de faire plus de séries avec des vieux. Il faut aller attaquer le problème à la racine. Oui, alors pour moi, vous avez vraiment mis le doigt sur le cœur du problème, qui est le système capitaliste néolibéral tel qu'on le vit aujourd'hui. Et la meilleure illustration de ça, pour moi, c'est l'exemple que vous avez évoqué plus tôt. C'est le scandale Orpea. Pour moi, c'est l'illustration des limites auxquelles on est confronté de manière plus générale avec la crise climatique du système capitaliste. Il y a quelque chose qui m'a choquée dans ce scandale et dont on a peu parlé, c'est qu'on parle de personnes qui étaient dans des EHPAD de luxe. C'est-à-dire que des familles étaient prêtes à payer 6 ou 7 000 euros par mois pour avoir leurs aînés dans des centres plutôt que de les avoir avec eux, alors qu'on imagine qu'à ce prix-là, on peut avoir des soins à domicile. Et ça, pour moi, ça montre déjà la mentalité individualiste qu'on a développée et qu'on continue à développer et qui déjà pose question, encore une fois, parce qu'on ne traitait pas nos aînés de cette façon il y a encore 40, 50 ans. Et ensuite, il y a évidemment les limites du système au sens, c'est le système capitaliste qui produit cette logique d'entreprise, cette logique on parle d'une entreprise cotée en bourse, qui fait que, évidemment, on va avoir ces abus qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'entreprises où on va privilégier le profit sur le bien-être. Voilà, ça c'est la logique capitaliste par excellence. Et je ne pense pas qu'on puisse, encadrer ça, limiter ça. En tout cas, aujourd'hui, c'est la vision que j'en ai parce qu'on a, et on revient à cette thématique de l'invisibilisation. Le problème majeur qu'on a avec les personnes âgées, c'est que, pareil, c'était évoqué plus tôt, elles ne sont pas productives, elles ne participent pas à cette logique de la croissance. Et même pour moi, quand on dit elles ont une utilité sociale, je trouve que c'est problématique parce qu'on a basé tout notre système sur le fait qu'il fallait être utile. Et tout notre système de valeurs repose, alors déjà sur la valeur travail, qui est au cœur toutes les dernières élections présidentielles qu'on a pu avoir. Ça fait des décennies qu'on met ça vraiment en valeur. Donc après, il ne faut pas s'étonner que les gens qui ne travaillent pas n'aient aucune place dans la société et ne soient pas reconnus. Et puis sur l'utilité. Et je pense qu'il faut vraiment repenser complètement notre système de valeurs pour arrêter de valoriser seulement les citoyens qui sont utiles. Et ça, il me semble que c'est pas possible, en fait, dans le cadre d'un système néolibéral. Il faudrait aussi repenser tout notre rapport au travail, à l'emploi, etc. De toute façon, vu qu'il n'y aura plus de travail pour tout le monde, bientôt, on va bien être obligé de repenser la valeur de l'individu, comme vous dites, hors de l'utilité. Oui, puis on a, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment lier ça en permanence à la crise climatique il va être nécessaire de changer complètement notre système de production et notre système de consommation. On ne va pas pouvoir être dans cette croissance permanente. Je ne crois pas du tout au mythe de la croissance verte. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les scientifiques. Si on lit le rapport du GIEC et qu'on regarde notre manière de produire, on voit que ça ne va pas être possible. Donc il va falloir évidemment transformer les emplois. Il va falloir se diriger vers une forme de sobriété qui n'est pas forcément un gros mot, qui n'est pas synonyme
synonyme de déclassement, qui n'est pas synonyme d'une diminution du niveau de vie. Et tout ça, on va devoir repenser complètement ce système. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pas du tout la direction politique. Et je pense que revaloriser le lien social, trouver d'autres valeurs à l'individu, ça ne peut être que bénéfique collectivement. Et vous évoquiez encore une fois plus tôt dans l'émission le fait, est-ce qu'on va avoir des retraites ? Mais bien sûr qu'il y a des gens qui vont avoir des retraites privées. La minorité privilégiée aura des retraites, parce qu'encore une fois, c'est le chemin qu'on a pris depuis plus de 20 ans, ne serait-ce qu'avec la réforme déjà de Nicolas Sarkozy, la réforme d'Emmanuel Macron qui arrive sur les retraites. On est en train de diminuer cet effort collectif qui consistait, même si c'était très imparfait, à redistribuer l'argent aux personnes plus âgées. Là, on va arriver à quelque chose où, de toute façon, il va être vraiment bénéfique pour la majorité de rompre en fait avec la dynamique actuelle, de rompre avec le système actuel. Après, est-ce que ça implique de sortir totalement de la logique capitaliste, c'est-à-dire peut-être de la logique de la propriété ? Ça, c'est pas à moi de le dire, je suis pas non plus économiste, mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être dans cette logique de la rupture avec le système actuel pour construire autre chose basé sur d'autres valeurs. Oui, il va y avoir ceux qui seront cotisés dans une campagne, une pension retraite privée, et puis le reste du monde. Ça fait flipper, hélas, mais bon. Francis Carrier. Simone de Beauvoir, dans le livre dont on parlait plus tôt, raconte souvent que ce sont souvent les autres qui nous voient vieux avant que soi-même, on se sente vieux. C'est quelque chose, on n'a pas besoin d'être très vieux pour en faire l'expérience. Moi, j'ai la trentaine, ça m'arrive parfois avec des vingtenaires, j'ai l'impression qu'on est de la même génération. Puis à un moment, ils t'envoient un scud et tu te rends compte qu'ils te voient comme pas du tout de la même génération. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous est arrivé ? Oui, bien sûr. Racontez-nous un peu l'expérience. Qu'est-ce que ça fait d'être vieux ? Ça fait qu'on se sent progressivement poussé de côté, qu'on est disqualifié, qu'on est progressivement considéré comme inutile et que nos désirs et nos envies ne sont plus entendus. Mais quand même, j'aimerais bien revenir sur l'aspect capitalistique, qui me semble important. C'est que il y a quelque chose qui s'est passé dans ces 20 dernières années, parce que le phénomène de vieillesse, c'est quelque chose, en termes de nombre, est quelque chose de très récent. Avant, il y avait quelques vieux, mais on les retraite. Moi, quand j'étais jeune, à 67 ans, il y avait quelqu'un qui mourait, on disait, il n'a pas profité longtemps de sa retraite, et ça fait 2 ans que seulement il a arrêté. Mais c'était assez courant, et puis il y avait quelques vieux. Aujourd'hui, on est face à un pic démographique qui ne fait que croître et qui est très récent. Et on a laissé rentrer le monde capitalistique dans la vieillesse, et on a considéré que c'était un marché. Et là, on a commencé à trier les vieux riches et les vieux pauvres. Les vieux pauvres iront dans les établissements qui sont à but non lucratif et public. Et puis les vieux riches, on s'est débrouillé pour les faire rentrer dans des lieux où il y a une captation de leur richesse, mais à des fins purement capitalistiques. C'est-à-dire que Orpea, et pour le citer, a mis en place un système de prédation qui fait que le capital qui a été accumulé par les gens, et peut-être de façon trop importante, est capté par ces organismes privés à but lucratif, au lieu de retourner dans la solidarité nationale. C'est-à-dire que cette inégalité de traitement entre riches et vieux est l'instrument vraiment d'un monde de prédation qui se dit, on va pouvoir utiliser toute cette richesse pour rincer des actionnaires et rincer des gens qui sont à la tête de ces entreprises et qui sont payés. Est-ce qu'il faudrait interdire les EHPAD privés, ou du moins les groupements d'EHPAD cotés en bourse ? Est-ce que ce serait déjà une piste de réflexion ? Déjà, je considère que la vieillesse n'est pas un marché. Tous ces établissements ne vivent qu'avec de l'argent public. Tout ça est subventionné en termes de création, puisqu'il y a des subventions des départements. Après, en fonctionnement, c'est subventionné par la sécurité sociale, c'est subventionné pour l'autonomie par les départements. Et donc, tous ces établissements ne vivent que par l'argent public. Et donc, il est
pour moi totalement immoral qu'on fasse du profit sur la partie hôtelière et qu'on fasse un marché de la vieillesse. Donc pour moi, déjà, c'est quelque chose que je pose vraiment, et c'est un débat de société, mais il y a aussi, globalement, il faut sortir de la logique des EHPAD. Regrouper les vieux dépendants ensemble à l'écart des villes, c'est de la ghettoisation, c'est de la maltraitance, c'est trouver des places, cette notion de place disponible. Est-ce qu'à n'importe quel âge, on supporterait ? Eh bien non. On se dit, c'est moi qui trouve l'endroit où je veux vivre. Eh bien, quand on est vieux, on vous place dans des endroits où on a trouvé une solution. Bon, c'est inacceptable. C'est-à-dire, tout ça est une logique dans laquelle à laquelle je ne peux pas adhérer. Et pour vous, alors, la solution, ce serait des habitats collectifs ou de rester chez soi quand on est dans l'extrême vieillesse ? Il y a deux solutions. Soit vivre chez soi et continuer à vivre chez soi, mais avec des plateformes autonomie qui soient en proximité et qui regroupent tous les services dont on a besoin, pas seulement le médico-social, les aspects administratifs, les aspects culturels, les aspects mobilité, c'est-à-dire adapter, permettre aux personnes âgées qui commencent à avoir une perte d'autonomie, de les accompagner au fur et à mesure dans leur vie, dire que vieillir, c'est quand même vivre, c'est pas seulement vieillir, c'est vivre, et vivre, c'est à temps plein, c'est-à-dire avec de respecter les désirs, les aspirations pour permettre donc ça, ou favoriser totalement tout ce qui est ce qu'on appelle l'habitat inclusif, qui sont des petites structures de vie dans lesquelles on va... Alors, il y a différentes façons. Nous, à Grey Prague, nous avons ouvert un appartement partagé, mais il peut y avoir des habitats familiaux, il peut y avoir des habitats regroupés. Il y a différentes façons, mais avec la seule caractéristique de dire que c'est des lieux de vie dans lequel on vivra et où on pourra mourir et vivre donc jusqu'à la fin de sa vie, et que l'autre aspect sera que c'est petit, c'est-à-dire que ça ressemblera à notre habitat, c'est-à-dire que on ne peut pas imaginer qu'un EHPAD, qu'un lieu de vie devienne un lieu qui se rapproche d'une prison ou d'un hôpital. C'est pas possible. Donc, il faut à tout prix que les lieux de vie échappent aux normes, à l'hygiénisme, à l'hypercollectivité. Tous ces aspects-là sont des aspects de maltraitance qui ont été organisés par les contrôleurs de gestion, privés ou publics. C'est bien plus facile de dire je vais mettre 200 personnes et puis comme ça je fais des achats en masse et puis j'embauche des gens et puis je m'en occupe. Non, on s'en occupe très mal et c'est pas des lieux de vie. Mélissa Petit, ces pistes d'habitat collectif, de colocation, de lieux de vie, c'est des pistes qui me semblent très positives, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est des choses qui se développent ? C'est des pistes positives, c'est des pistes qui existent, qui se développent de plus en plus, mais en fait, ça manque de visibilité. C'est-à-dire que les gens connaissent encore, sont encore dans l'esprit d'un modèle binaire entre le domicile et l'EHPAD. Et en fait, il y a en effet la colocation intergénérationnelle, il y a la colocation entre seniors, il y a les petits habitats, il y a l'accueil familial pour personnes âgées. Il y a un certain nombre de propositions, mais qui ne sont pas encore assez mises en avant, qui ne sont pas encore assez développées en termes de nombre par rapport aux besoins qu'il y a aujourd'hui et qu'il y aura demain. Et puis, il y a aussi, quand on parlait de placer, c'est quelle est la place aussi des familles, en fait, qui accompagnent, qui sont présents. Des fois, il y a aussi un besoin de sécurité, c'est-à-dire que quand on vit tout seul à domicile, certes, on peut il y a une nécessité qu'il y ait cet accompagnement de professionnels quand il y en a besoin, mais parfois, il y a un besoin de sécurité, et donc cette sécurité, on peut la trouver dans des lieux de vie collectifs, mais en effet, collectifs avec un maximum de 10-12 personnes. Parce qu'en fait, sinon, après, on arrive dans un rendement qui n'est plus le bien-être de l'individu, qui n'est plus non plus, je dirais, ce lieu de vie dans lequel on peut s'épanouir pleinement en interaction avec les autres. Et donc, il y a à la fois, je dirais, aussi nous-mêmes, en tant que famille, en tous les cas, de se poser la question et d'ouvrir le dialogue, d'échanger. Parce qu'on a aussi besoin de savoir ce qu'on pourra faire, comment on pourra faire et qu'est-ce que désirent nos parents, je dirais, en fonction de la situation dans laquelle on est, deviennent âgés. Et même en parler avant que ce soit trop tard. Moi, c'est une conversation que je n'oserais jamais avoir avec ma mère, je pense, mais peut-être il faudrait l'avoir maintenant. Dire qu'est-ce que tu voudras, comment on se prépare à tout ça. Oui. Parlez-en avec vos parents, vos grands-parents. Oui, c'est vrai, il faut qu'on ose ouvrir cette question. Oui, et accepter aussi que nos parents ou nos grands-parents ne savent pas. Et donc leur laisser le temps.
C'est-à-dire ne pas imposer cette discussion si eux-mêmes ne sont pas prêts. Moi, cette discussion, elle a été imposée à moi-même pendant le confinement. Ma maman a 78 ans et elle ne voulait surtout pas aller en EHPAD. Et donc, elle a posé le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Alors, moi, je connais un peu le sujet, donc c'est plus facile d'entrer dans la discussion. Mais en effet, Vous avez fait comment, du coup ? Alors, en fait... Maman vit plus proche de nous, en fait. Pour être un peu dans les détails, on était à 4-5 km d'écart, donc pas forcément une grande distance, mais elle avait un peu cette question de la sécurité. Et donc, de fait, on a trouvé un appartement dans la même rue pour l'instant. Et donc, de fait, ça crée cette proximité. Donc, si elle a besoin de quelque chose, si elle est malade, je peux, en fait, facilement, aller la voir. Et en même temps, dans cette vie intergénérationnelle, elle peut voir sa petite fille beaucoup plus facilement qu'à 5 km d'écart où, petit confinement ou épidémie, elle ne pourrait pas, quoi. Finalement, malgré tout ce qu'on dit, l'INSEE a établi que l'âge où on était le plus heureux en France, c'était 65 ans. Est-ce que vous confirmez, Francis Carrier ? Peut-être, mais moi, personnellement, je considère que j'ai une vie heureuse, toute ma vie. C'est pas le pic de mon bonheur que je ressens. J'ai 67 ans aujourd'hui. Je le ressens pas comme le pic de mon bonheur. Mais bon, peut-être qu'on échappe à cet âge-là à tout un tas de contraintes et on a la capacité en termes d'énergie, en termes de revenus, de faire beaucoup de choses qui sont liées à ce que l'on n'a pas pu faire. Mais il y a un sujet quand même qu'on a évité, c'est que la précarité, elle n'est pas que financière dans la vieillesse, hein. Elle est relationnelle, elle est culturelle. Il faut savoir que quand même, il y a 500 000 vieux qui sont en situation de mort sociale. C'est le baromètre des petits frères des pauvres. Il y a 3 millions de personnes qui vivent dans une grande solitude. Il y a plus de 2 millions qui sont exclus du numérique. Donc, il faut regarder aussi que la précarité dans la vieillesse, elle ne se chiffre pas que par l'aspect financier. Oui, vous avez raison. Et en plus, les vieux pauvres, qui sont effectivement moins nombreux que les jeunes pauvres, ont la difficulté de se dire que leur situation ne fera qu'empirer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun espoir de sortir de cet état de pauvreté. Moi, je vois que beaucoup de gens que j'ai accompagnés lorsqu'ils étaient assez âgés, qui n'ont pas, donc, j'ai pas évoqué la précarité culturelle, c'est-à-dire le pouvoir social qui nous reste et qui nous permet de discuter, d'avoir un rôle existentiel, de trouver encore des leviers qui nous permettent d'avoir le désir de vivre. Beaucoup de gens ne l'ont pas, ça. Et c'est la précarité culturelle que j'appelle. Et cette population a comme désir, en fin de compte, de continuer d'être consommateur, par exemple. Et donc d'avoir des petits projets d'acheter une étagère, un meuble, une bricole, etc. Et tout d'un coup, même cette possibilité, lorsqu'on gagne, on a 1 200 euros, elle devient impossible. Et qu'est-ce qui se passe en général ? On vous met sous tutelle. C'est la mise sous tutelle, c'est-à-dire qu'on vous prend la carte bleue, c'est-à-dire le dernier objet de désir que l'on peut réaliser, on vous l'enlève. Et c'est comme ça que beaucoup de vieux vivent en se disant, le dernier truc que je pouvais faire et qui me faisait plaisir, c'est de dire d'aller acheter quelque chose, on me l'enlève. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, les vieux, globalement, sont plus riches que le reste de la population. Mais il faut que cette richesse, d'abord, elle est très, très différente selon les catégories d'individus, mais il faut aussi que cette richesse se resserve à la collectivité générale. C'est-à-dire qu'elle revienne dans la solidarité pour pouvoir donc dire que il faut arrêter, on entend sans arrêt plus. Il faut plus d'argent, il faut plus de personnel, il faut plus d'EHPAD, il faut plus de... Mais ça, le plus, ça ne sert qu'aux actionnaires. Salomé Saké, ça me fait penser ce chiffre de 65 ans, l'âge où on est le plus heureux, à ce que vous disiez plus tôt sur l'utilité d'une personne. Ça me fait me dire que peut-être quand on est hors de la compétition sociale, finalement, on se sent plus heureux, tout simplement. Exactement, je connaissais pas cette statistique, je connaissais pas cet âge, mais ça ne m'étonne pas du tout que l'âge où on puisse être le plus heureux finalement, c'est l'âge des 65 ans. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même moins susceptible d'être sous tutelle, on n'est pas non plus trop avancé entre très gros guillemets dans l'âge, donc on a quand même encore une autonomie, en tout cas physique pour la plupart, et en même temps,
c'est le moment où on est sorti du système capitaliste, au sens où, en fait, c'est ultra anticapitaliste d'être retraité. C'est-à-dire qu'on est payé pour ne pas avoir d'utilité, entre guillemets, encore une fois, pour la société, pour ne pas être rentable. Donc ce n'est pas rentable. On est vraiment en dehors complètement de la logique capitaliste. Les personnes qui ont 65 ans aujourd'hui peuvent vivre de cette façon. Encore une fois, ce sera pas le cas, malheureusement, pour notre génération. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 65 ans et qu'on a du temps et de l'argent? Encore une fois, effectivement, avec des inégalités, mais dans l'ensemble, les personnes de cet âge-là sont beaucoup plus aisées et ont un train de vie beaucoup plus décent, finalement, que des jeunes. Ils peuvent se consacrer à des activités qui sont de l'ordre de l'artistique, du sport, essayer de retrouver du sens ailleurs. Sa vie, à ce moment-là, ne tourne plus du tout autour du travail, et ça ne m'étonne pas que ce soit l'âge où finalement on est le plus heureux, où on puisse retrouver du sens dans d'autres activités, et on devrait, moi, pour moi, c'est vraiment la preuve même du dysfonctionnement de notre système capitaliste. Eh bien, moi, je suis bien d'accord avec vous. Merci d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin. Un grand merci à nos invités Salomé Saké, Mélissa Petit et Francis Carrier. Merci à nos chargés de production Charlotte Bex, à notre réalisatrice Alice Nina, à notre chère stagiaire Agathe Albuy. On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau débat. On a déjà hâte de vous retrouver, et d'ici là, mes chers amis, soyez tout à la fois l'enfant que vous avez été, mais surtout l'adolescent, celui qui s'offusque encore des injustices et veut changer le monde.